On va commencer par l'archive de l'INA, que j'avais très envie de faire, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de trucs trans. Du coup, récemment, l'INA, sur sa chaîne, a sorti une archive de 1977 de témoignages trans rares à la télévision française, où en gros, c'est une vidéo, du coup, qui est assez courte, qui dure 8 minutes, de, voilà, en 1977, il y a des personnes trans qui ont témoigné à la télé, et c'est vrai que c'est quand même assez rare dans les années 70, c'était pas non plus un phénomène qui était massivement discuté comme ça peut l'être aujourd'hui, etc. Et du coup, voilà, je me suis dit qu'on allait commencer par ça. Bonjour YouTube. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'était en 1977 d'être trans et surtout comment en 1977 la télé s'adressait aux personnes trans. Pour la dernière séquence de cette émission, comme je vous l'avais dit au début de cette émission, il y a un moment où peut-être avec le plus grand problème que puisse se poser quelqu'un, celui de son identité complète, eh bien on en arrive au changement, là encore complet, et je veux dire le changement de sexe. Il s'est produit plusieurs fois. On a eu des exemples plus ou moins scandaleux. Non scandaleux, c'était ceux de sportives étrangères qui sont devenus des sportifs. Ça, alors déjà, c'est intéressant, sportives étrangères qui sont devenues des sportifs. C'est vrai que les premiers vrais gros scandales de transition dans le sport, c'était des femmes qui devenaient des hommes. Et c'était, mais parce que aussi dans une période où le sport féminin était extrêmement scruté et que bon, alors pour une meuf trans de faire son coming out à l'époque, généralement, t'attendais d'être à la retraite. Mais déjà en 1977, la panique morale sur les personnes trans dans le sport. Et encore une fois, le scandale, le changement total de sexe. Genre, c'est vraiment, je trouve que c'est assez marrant à quel point finalement l'histoire bégayait. On a très souvent tendance à dire que le discours anti-trans est une ressucée en partie du discours anti-gay, enfin homophobe en règle générale. Il y a une partie de ça, en effet, une partie du discours trans est un discours sur le genre et les discours homophobes sont aussi des discours sur le genre, mais il y a aussi des spécificités, notamment la pression sur le sport, l'aspect du scandale, le côté sulfureux, etc., qui sont un peu plus non, le scandale est sulfureux, non, c'est aussi les gays qui sont scandaleux et sulfureux. Mais le côté beaucoup plus d'horreur corporelle, voilà, plutôt ça. Plutôt d'horreur corporelle, du changement de sexe, etc., qu'on retrouve, qui est spécifique, on va dire, à la panique morale des personnes trans. Et encore une fois, sur les débats intenses et la place omniprésente du sport. Alors, je dis pas que dans le monde du sport, il n'y a pas d'homophobie, ou alors que l'homophobie n'a pas touché le monde du sport, etc., loin de là. Mais l'item spécifique de on va parler des trans et donc on va parler du sport, c'est le fait que ce soit presque un passage obligatoire dans le monde, dans l'histoire contemporaine, c'est assez spécifique, quoi. Et puis il y a eu les problèmes des transsexuels à Marseille évoqués il y a quelques mois à Antenne 2. Ça, on l'avait vu il y a longtemps. C'était dans les années 70 aussi, mais putain, mais c'était une archive en noir et blanc pourtant. L'affaire des transsexuels à Marseille, on y avait react il y a longtemps sur ma chaîne. L'affaire des transsexuels de Marseille, c'était des affaires où des jeunes femmes trans qui, donc à Marseille, avaient été en rupture familiale, qui se procuraient des hormones auprès d'une médecin traitant qui leur filait leurs hormones, et où il y avait une affaire de mœurs, un scandale de mœurs, notamment de prostitution, parce que c'était des meufs trans qui avaient globalement rien, qui avaient fui leur famille, qui essayaient de se démerder pour trouver des hormones, et du coup en attendant elles faisaient le trottoir parce que c'est un peu le seul job que tu pouvais avoir, un des seuls jobs que tu pouvais avoir quand t'étais en rupture familiale, en début de transition et globalement prolo et à la rue, quoi, globalement. C'est pas la même majorité pour les homos et les hétéros. Alors là, on parle de majorité sexuelle, mais la majorité sexuelle des homos était basée sur la majorité civile. C'est pour ça que je parle de la majorité. Le rapport d'expertise accable les 18 médecins inculpés dans l'affaire des jeunes transsexuels prostitués. Alors oui, donc, évidemment, mes gens rage à fond, évidemment, ils étaient pas très woke à l'époque. Ils le sont pas plus aujourd'hui. Dossier d'expertise concernant l'affaire des injections par des médecins marseillais d'hormones féminisantes destinées à favoriser la transsexualisation de jeunes gens prostitués. Et c'est là qu'on voit tout le discours un petit peu anti-trans qui se mélange au discours anti-prostitution. C'était vraiment, le discours c'était en mode des médecins transsexualisent des jeunes hommes qui se prostituent. Donc on a l'item de la prostitution, la main du médecin qui vient influer sur la prostitution de jeunes et encore plus hommes. Tu vois, genre c'est vraiment cette idée vraiment d'expérimentation. Mais c'est aussi un truc qu'on retrouve je vous avais parlé dans ma vidéo à l'époque sur les TERF, dans les discours anti-trans de l'époque, notamment de Janice Raymond, qui est donc un petit peu l'inventrice moderne finalement de la pensée féministe anti-trans, qui développait aussi tout ce discours-là que finalement la transidentité, alors elle ne parlait que de transidentité féminine, bien évidemment, la transidentité masculine a été largement complètement passée
passé sous silence par Janice Raymond, même si elle savait très bien que ça existait, bien sûr. Mais elle parlait beaucoup de la transidentité féminine comme une espèce de fantasme sexuel spécifique d'hommes qui veulent se féminiser parce qu'ils montent sur le fait d'être des femmes et qu'ils réifient l'image de la femme et qu'en fait c'est une forme de viol et d'accaparement de l'image féminine, etc., etc., et qu'on retrouve dans l'idée de pourquoi les femmes trans se prostituent, pas parce qu'elles correspondent à un certain fantasme et qu'elles ont pas de thunes et que globalement c'est le seul truc qui t'est accessible quand t'es trans et que t'as pas de thunes, mais qu'elles se prostituaient parce que c'était vraiment un désir spécifique qui est beaucoup lié à des discours anti-putes qui sont eux aussi pour beaucoup adressés à des femmes cis, ou quand des femmes qui exercent le métier de prostituée et qui ne se considèrent pas comme des victimes et qui sont en mode ouais je suis pute et c'est comme ça, etc. Elles étaient d'ores et déjà sorties du rang des féministes par les discours féministes en fait de l'époque, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, et elles étaient traitées non plus comme des femmes qui faisaient leur choix, mais comme finalement des malades mentales quelque part, des espèces de déviantes qui n'étaient pas bien dans leur tête et qui avaient une forme de désir masochiste, de fantasme masochiste du viol, qui les amenait à se prostituer. C'était comme ça que les femmes qui se prostituaient, et soit qui militaient pour leurs droits, soit qui ne rentraient pas du tout dans les discours de victimisation classiques, étaient traitées et sont aujourd'hui en vrai encore un peu traitées par les féministes. Et donc, vous collez ça aux femmes trans avec le discours transphobe par-dessus, du coup ça devient des hommes qui ont un fantasme de viol misogyne en s'imaginant comme des femmes, etc., etc. Donc voilà, c'est tout le langage qui traverse finalement ces couches et ces couches et ces couches de transphobie, quoi. Merci la psychanalyse. Alors, je veux bien dire merci la psychanalyse, mais on va pas non plus laisser la psychiatrie sans problème. Et y compris une psychiatrie qui essayait de s'émanciper de la psychanalyse était tout aussi violente là-dessus. Bon, merci le monde de la psychothérapie en règle générale, quoi. C'est le livre de Dora Muto. Oui, en effet, une vision qu'on retrouve aussi dans le bouquin de Dora Muto et Marguerite Stern, Transmania, bien évidemment. Donc le dossier d'expertise concernant l'affaire des injections par des médecins marseillais d'hormones féminisantes destinées à favoriser la transsexualisation de jeunes gens prostitués, dont certains étaient mineurs, vient d'aboutir entre les mains du juge d'instruction chargé de l'affaire. Ce rapport signé par le professeur Claude Lelin, endocrinologue, blablabla, est particulièrement sévère pour les 18 médecins inculpés par le magistrat instructeur en vertu de l'article 318 du Code pénal, qui punit celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou une incapacité en lui administrant volontairement de quelque manière que ce soit des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à sa santé. Et là, on retrouve un autre discours sur la transidentité, c'est les hormones comme forme de mutilation. On parle beaucoup dans les discours anti-trans de l'importance qui est portée sur les chirurgies, qui sont beaucoup présentées par les militants anti-trans comme des mutilations, alors que pour beaucoup, c'est même traité en fait médicalement comme des chirurgies réparatrices. Mais bref. Et là, on a carrément les hormones qui sont considérées comme des mutilations. Oui, alors du coup, c'est marrant, donner un handicap, le handicap étant d'être une femme, j'imagine. Mais on a du coup, en effet, cette poursuite des médecins. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve aussi beaucoup. Il y avait eu certaines affaires il y a quelques années qui avaient un peu défrayé la chronique à certains endroits, où des parents, parce que bon, l'affaire des prostituées mineures, ça vient des parents. T'as la police des mœurs qui s'en est mêlée, bien évidemment, mais t'as aussi des parents qui ont porté plainte contre les médecins en considérant qu'ils avaient encore des droits sur leur enfant, et les enfants n'étaient pas toujours majeurs. Pas toujours mineurs, pardon, justement. T'avais des parents, leur enfant était parfaitement majeur, mais simplement comme ils s'opposaient à leur mode de vie, ils ont pu prétendre à exercer un droit parental que dans les faits, ils n'avaient plus vraiment, en fait. Donc t'as les parents qui étendent finalement le domaine de la minorité, le domaine de l'enfance, pour continuer de contrôler leur progéniture, même une fois devenus adultes. Là, je parle pas de la question des mineurs, bien évidemment. Et ensuite, t'avais des poursuites, et du coup, en fait, c'est les médecins qui ont pris cher. Et c'est un truc qu'on a retrouvé, du coup, comme je disais, donc il y a des affaires qui avaient défrayé la chronique il y a quelques années, où notamment, je crois que c'était un truc à Montpellier, où il y avait des parents d'un jeune homme trans majeur, plus de 18 ans, dont les parents étaient opposés à la transition et qui avait tenté de poursuivre son chirurgien ou son médecin traitant, je ne sais plus. Mais en tout cas, un médecin qui s'occupait de son suivi de transition et avait essayé de le poursuivre, notamment devant l'ordre des médecins, je crois. Et ça avait défrayé la chronique parce que c'était une affaire typique de transphobie où les parents se permettaient, une fois leur enfant adulte, de poursuivre le médecin pour avoir fait quelque chose avec le consentement de leur enfant, quoi. Ça revient à un genre de validisme transphobe misogyne. Ouais, mais les structures permises par le validisme se retrouvent dans la transphobie. Parce qu'à partir du moment où la transphobie est désignée, considérée, stigmatisée comme une forme de maladie mentale, et Dieu sait qu'à l'époque, en 1977, c'était bien considéré comme une maladie mentale, c'est que depuis très récemment que ça a été enlevé du DSM, rien que ça. Mais en effet, la pathologisation de la transidentité permet d'utiliser les leviers du validisme contre les personnes trans, quoi. Mais donc voilà, mais encore récemment, on voit aussi cette technique des parents qui poursuivent, ils savent qu'ils peuvent pas poursuivre en justice leur enfant pour un truc que, en tant que majeur,
ils ont le droit de consentir. Mais par contre, poursuivre le médecin et espérer que le médecin ait une condamnation, quelle qu'elle soit. Et en fait, c'est ce harcèlement qu'il y a contre pas mal de médecins qui suivent les personnes trans hors des parcours officiels, hors des parcours publics, hors du monopole, on va dire, qu'ont certains CHU en fait sur les transitions et qui le font extrêmement mal d'ailleurs. Il y avait le cas d'une gynécologue qui avait été dénoncée par les parents d'une de ses patientes. Pareil, patiente trans, femme trans, majeure, dont la gynécologue prescrivait des hormones féminisantes, et les parents ont dénoncé cette gynécologue à l'ordre des médecins, et elle s'est retrouvée dans une bataille réglementaire et juridique terrible. Et en fait, c'est une espèce de harcèlement en fait qui est mené contre les médecins qui acceptent d'accompagner les personnes trans. Ce qui est marrant du coup, c'est que ce truc qui est arrivé finalement récemment en fait dans l'histoire en France se retrouve dans la façon dont historiquement on a traité les médecins. Et là, encore une fois, à l'époque, c'était encore plus vénère sous l'angle de occasionner à autrui une maladie ou une incapacité. Là, en l'occurrence, l'incapacité, c'est quoi? L'incapacité, c'est le sperme. Parce que c'est pas une maladie ou une incapacité de transitionner, de prendre des hormones féminisantes. Ta testostérone va baisser, tu vas avoir des seins qui poussent, tu vas peut-être moins bander, mais c'est pas une incapacité. T'arrêtes les hormones, ça revient, tu vois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est voilà, de présenter toute féminisation du corps masculin comme fondamentalement pathologique, fondamentalement malade, et comme comme un handicap, en fait. Et qui vise celui qui, par menace, presse, manœuvre ou tout autre moyen, entrave l'action de prévention et de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution. Donc là, on a vraiment les deux jambes, hein. On a d'un côté la transphobie pure et dure, et de l'autre côté, la répression de la prostitution et ceux qui ne dissuadent pas, en gros, l'illégalité qu'il y a à ne pas dissuader ou empêcher à tout prix les gens de se prostituer. En se référant à ces deux articles, le magistrat voulait attirer l'attention sur la responsabilité prise dans le déclenchement de cette affaire par plusieurs médecins marseillais, et particulièrement par le docteur Élise Salem de la Chaume, dont le cas a servi de détonateur. Et il y avait notre archive de l'INA qui en parlait. Et donc, en effet, le cas le plus médiatique, parce que donc il y avait des majeurs et des mineurs, et le cas médiatique, en effet, ça avait été la mère de cette mineure, âgée de 15 ans, mais qui se prostituait depuis l'âge de 12 ans, qui dépose plainte contre le docteur Salem de la Chaume, soupçonné d'avoir administré au jeune garçon des hormones œstrogènes destinées à favoriser sa féminisation et par voie de conséquence son activité prostitutionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est le par voie de conséquence. Soupçonné d'avoir administré des hormones œstrogènes destinées à favoriser sa féminisation et par voie de conséquence son activité prostitutionnelle. Donc en fait, la transition devient une drogue de passage à la prostitution. C'est-à-dire que la transition entraîne nécessairement la prostitution. Alors qu'en réalité, dans le cas de cette jeune fille, pouvoir transitionner jeune était plutôt une garantie de pouvoir sortir de la prostitution, de pouvoir passer comme femme dans la société et pouvoir exercer un métier et pouvoir vivre sa vie comme une femme et ne plus avoir éventuellement à vivre les dangers du travail du sexe. Le médecin a deux doigts d'être considéré comme proxénète, mais je crois qu'il y avait un petit peu de ça. Le docteur Salem de la Chaume avait reconnu avoir délivré des ordonnances à plusieurs travestis depuis 71, mais ignoré que dans le cas de Jean-Louis, il s'agissait d'un mineur. Et elle avait précisé qu'elle n'avait continué que des imprégnations déjà commencées par d'autres prêtres. Donc elle est en mode, il y a déjà des médecins qui ont commencé à lui administrer des hormones, du coup j'ai juste repris le suivi, quoi. Il semble cependant, ainsi que le précise le témoignage de mademoiselle Jeanne Brouchon, directeur du foyer Le Cascarelais, qui exerce une action en milieu ouvert en faveur des prostituées mineures et à qui mademoiselle Bernard, juge pour enfants, avait confié Jean-Louis en septembre 74, que le docteur Salem de la Chaume avait été à plusieurs reprises mis en garde et qu'on avait essayé de la persuader de cesser ses injections. La double inculpation se produisait en février-mars 1976 et au cours d'une longue enquête sur commission rogatoire a été suivie par 17 autres, visant toutes des praticiens marseillais. Dans leur rapport, les experts commis reconnaissent que les observations cliniques de transsexualisme vraies sont scientifiquement établies, et ça qui est intéressant, et peuvent être envisagées dans 2 ou 3 cas du dossier. Toutefois, il précise que ce diagnostic ne peut être établi qu'après de longues années d'observation, et en général après l'âge de 25 ans. Diagnostic fondé sur la satisfaction d'un désir irréversible de changement de sexe, mais qu'en aucun cas ces traitements ne seraient envisagés ni chez les prostituées notoires, ni chez des sujets mineurs. Déjà, c'est vrai en effet que dans beaucoup de cas, ils sont vraiment trans. Ah, donc alors c'est quoi le problème? Mais faut attendre 25 ans. Je sais pas si vous vous rappelez, au plus gros de la campagne un peu anti-trans qu'on a connue en France, quand il y avait Dora Muto, Marguerite Stern qui faisait le tour des plateaux télé pour dire que les trans effaçaient les femmes, que t'avais Céline Masson et Caroline Eliachev qui faisaient leur grand truc, etc. Qu'on était au plus fort de l'activité militante, notamment extérieure de Hippomonie et de l'Observatoire de la Petite Sirène, qui continue d'avoir une activité militante très importante, hein, voilà, mais simplement ils sont moins présents médiatiquement, on va dire. Au plus fort de cette bataille qui était 2021-2022 globalement. Moi, c'est quand j'ai commencé à streamer. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, les recommandations qui étaient suggérées par les associations anti-trans comme Hippomonie et l'Observatoire de la Petite Sirène, c'était d'interdire les transitions de genre avant 25 ans.
Et alors, l'argument, c'est de dire que jusqu'à 25 ans, ton cerveau n'est pas formé. Bon, la vérité, c'est qu'en fait, à partir de 25 ans, ton cerveau régresse. Enfin, j'avais vu passer des neurologues qui étaient en mode non, c'est pas que à 25 ans, ton cerveau est formé et mature, etc. Tu fais encore des conneries après 25 ans, mais c'est juste qu'en fait, à partir de 25 ans, ton cerveau commence à régresser. Il est dans sa phase finale, quoi, globalement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette recommandation des antitrans français correspond finalement à ce qui se faisait dans les années 70, où les psychiatres et les médecins considéraient qu'on pouvait pas être sûr que t'étais trans avant 25 ans. Leur but, c'est qu'ils se suicident avant de pouvoir transitionner en fait. Bah, leur but, c'est d'essayer de prouver que tu peux persuader les gens de pas être trans. Donc t'as le premier truc, c'est l'âge de 25 ans qu'on retrouve quand même comme une constante dans le discours anti-trans. Ensuite, qu'en aucun cas ces traitements ne sauraient être envisagés ni chez des prostituées notoires, ni chez des sujets mineurs. Et en effet, c'est un truc qu'on a encore jusqu'à récemment, c'était que pendant très longtemps, la prostitution était une contre-indication médicale à la transition de genre. Donc vous imaginez, tu transitionnes, t'es ultra précaire, t'es en mode bon, la seule option que j'ai pour avoir de la thune, c'est le travail du sexe parce que personne veut m'embaucher, parce que personne veut d'un sale trans dans son entreprise. Donc bon, j'ai pas le choix, mais j'aimerais bien transitionner et pouvoir avoir un passing, éventuellement changer d'état civil pour pouvoir avoir le choix de mon métier. Peut-être choisir de continuer le travail du sexe si c'est mon envie, ou peut-être pouvoir choisir le métier que je veux parce qu'on ne va pas m'interdire de travailler au prétexte que je suis trans. Et bah non, t'as pas le droit de transitionner parce que tu te prostitues. Donc ça veut dire qu'une voie d'accès à l'argent et à la survie, qui était une voie quand même considérée comme importante parce que c'est la seule voie que t'as, était contre-indiquée avec le fait de transitionner. Alors que pour beaucoup de personnes, je dis pas toutes, hein, mais pour beaucoup de personnes, la transition était une voie de sortie de la prostitution. Mais donc voilà, donc l'interdiction de transitionner si t'es prostituée, donc c'est-à-dire que si tes mœurs ne correspondent pas à ce qu'on attend d'une bonne femme, et une bonne femme, ça ne se débauche pas, ça ne se prostitue pas. Une vraie femme, ça attend son mari qui rentre à la maison pour la battre. Ni chez des sujets mineurs, et donc là on retrouve l'interdiction de la transition chez les mineurs qui fait encore débat beaucoup aujourd'hui. Spoiler alerte, il faut que les mineurs puissent transitionner tranquillement. Le rapport d'expertise ajoute que si des médicaments peuvent être administrés, ils ne peuvent l'être qu'à des fins thérapeutiques à des sujets mâles. Le rapport dit encore que la tendance à extrapoler des cas fort rares, à les assimiler à des observations banales de prostituées mâles déclarant utiliser le travesti pour argumenter leur clientèle, doit être fortement combattue. Cet amalgame, cette confusion volontaire ou involontaire, et dans cette dernière éventualité relevant de l'ignorance, est d'autant plus inadmissible pour des médecins que la psychologie du transsexuel, ses tendances, ses goûts, ses désirs sont fondamentalement différents, opposés même à ceux de l'homosexuel. Donc là ils disent attention, faut pas confondre, c'est pas des homosexuels qui essayent de se travestir pour appâter des clients, c'est des vrais transsexuels, mais juste on n'a pas envie que ce soit des transsexuels. Mais c'est des vrais transsexuels, c'est pas pareil. Pour dissiper toute ambiguïté, les experts ajoutent que la tolérance concernant certains spectacles de cabaret spécialisés ne peut être de toute évidence invoquée à propos de l'exercice de la médecine. Donc en gros, on peut autoriser que des gens fassent du cabaret et un alter ego féminin, mais par contre dans la médecine, ne les croyez pas, c'est des fous. Donc voilà, un petit peu le background, le background de cette interview, c'est ça. On était en plein milieu du scandale des prostituées transsexuelles marseillais, notamment des médecins qui leur avaient fourni leurs hormones. Donc t'avais vraiment cette idée de transidentité, enfin transsexualité, égale prostitution, égale monde de la nuit, égale danger, égale illégalité, etc., etc. Donc voilà, et donc c'est dans ce contexte-là que ces femmes trans vont témoigner à la télévision. Donc vous imaginez déjà l'hostilité immense d'une partie du public et des journalistes, et le courage qu'elles ont de se montrer à visage découvert en tant que femmes trans. Et nous avons demandé à 2 transsexuels de venir sur notre plateau. L'une est à ma droite, elle s'appelle Martine, l'autre s'appelle Véronique. Et pour des raisons que vous comprendrez, Véronique a préféré conserver l'anonymat. Véronique est donc sur ce plateau, cachée, et vous ne saurez donc pas d'où elle vient, qui elle est, exactement quel est son nom. Je peux simplement vous garantir l'authenticité du témoignage de Véronique. Véronique, je voudrais savoir si, au moment où vous avez fait cette opération que vous avez subie, ça a été un moment difficile pour vous, ou est-ce qu'elle n'était qu'un aboutissement ? Je veux dire, la transformation que vous avez... Et c'est ça aussi le truc de l'opération, le changement de sexe. Vous avez enlevé votre zizi pour faire un vagin ? C'était comment l'opération ? Là n'était qu'un aboutissement de quelque chose qui s'était produit avant. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, en ce sens qu'on se sent femme, et on régularise une situation sans plus. Et ce qui est fou quand même, c'est que... c'est vraiment le discours clair, tu vois. C'est vraiment en mode, j'étais déjà une femme, c'est une simple mise en adéquation, j'ai pas changé, je suis la même, et voilà, c'est juste une étape, point barre. Vous êtes devenue complètement femme, donc vous avez été opérée il y a combien de temps ? J'aime pas tellement le mot « devenir complètement femme ». Genre,
C'est ça qui me frustre, tu vois, c'est que on a beaucoup tendance à croire que nos ancêtres étaient, je sais pas, moins woke que nous, que maintenant on est beaucoup plus éclairés et qu'on est beaucoup mieux, etc. Mais déjà en 77, elle était en mode ça veut rien dire complètement femme. C'est pas parce que j'ai une chatte que je suis complètement femme. C'est un truc que je voulais, mais même d'ailleurs Loki que les médecins t'obligent un petit peu à faire d'ailleurs, by the way. À l'époque, en tout cas, à l'époque. Si tu rentrais dans un parcours de transsexualisme auprès de médecins, notamment en France, notamment dans le cadre d'un suivi dans un CHU, etc., l'objectif, c'était in fine de changer ton sexe. Donc déjà, ça a écrémé une bonne partie des personnes qui n'étaient pas sûres de vouloir cette opération. D'ailleurs, opération qui était pas très sûre à l'époque, qui était très douloureuse, etc., etc. Enfin, qui l'est d'ailleurs toujours encore un peu, mais bon. Opération qui n'avait pas trop à cœur le confort ni le plaisir sexuel des femmes trans. 50 ans que le discours est carré. Oui, 50 ans qu'on dit la même chose, quoi. En même temps, dans ces années, il y avait déjà des discours de déconstruction dont on a largement hérité aujourd'hui. C'est vrai. Après, souvent, les gens qui témoignent à la télé, c'est pas les plus militants, c'est pas les plus révolutionnaires, etc. Souvent, les profils qui sont recherchés pour passer à la télé, c'est ceux qui vont avoir le discours le plus normatif. Toutes catégories confondues, d'ailleurs. Mais là, en effet, ouais, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on a tendance à oublier que les années 70, il y avait aussi des discussions qui, même si elles employaient des termes différents, des termes qui aujourd'hui nous paraissent désuets, finalement, étaient à peu près dans la ligne de celle qu'on a aujourd'hui, quoi. Il y avait un équivalent du phare pour les trans à l'époque. Au sein du phare, tu avais un groupe qui s'appelait Les Gasolines, qui était un groupe de folles, de trans, voilà, il y avait un petit peu tout dans Les Gasolines, un peu punk à l'époque, Hélène Azera, Marie-France, enfin bref, un groupe de meufs trans et de folles punk, etc., qui était plus un peu situationniste, voilà. Qui était surtout un groupe de potes. On a tendance à beaucoup faire des Gasolines une espèce de symbole d'un militantisme radical de l'époque. C'était un groupe de potes qui foutait la merde dans les manifs, quoi. Genre, globalement, c'était ça, les Gasolines. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça fait partie... Les Gasolines appartiennent plus à l'histoire du punk qu'à l'histoire du militantisme trans, si vous voulez. Et à l'époque, t'avais quoi comme association? Est-ce que la SB existait déjà? Je crois pas. Il y avait l'association du syndrome de Benjamin, mais elle, c'est plutôt les années 80. Il y avait la MAO, l'association des malades hormonaux, montée par Marie-André Schwinenhammer, qui, elle, c'était plutôt en effet de l'accompagnement, notamment pour obtenir des papiers temporaires, notamment certains papiers qui pouvaient passer auprès d'un employeur ou auprès de la police. Bon, alors il y avait quand même marqué sur ta tronche que tu étais trans, tu vois, mais au moins tu avais une carte de la MAO, l'association des malades hormonaux, pour un petit peu excuser ton statut trans. Donc tu avais ça, qui était un peu plus en termes d'entraide, d'accès juridique et tout. Tu avais des collectifs aussi d'entraide, j'imagine, certaines publications, mais elles sont beaucoup moins connues, on va dire. On connaît assez peu l'histoire trans en France. On a assez peu de bouquins qui la vulgarisent, malheureusement. Sur le plan social, précisément, Martine, Véronique a un métier, vous en avez un autre. Je pense qu'il est particulièrement difficile pour une transsexuelle de se réintégrer dans la société. Une transsexuelle? Il la genre au féminin, c'est fou. Et devenir quelqu'un avec un... En même temps, t'as cette meuf à côté de toi, t'as du mal à la genrer au masculin. Mais bon, enfin, faut souligner quand même. Souvent, ils disaient un transsexuel, tu vois. Alors, le wokisme déjà en ce temps-là, bah ouais, hein, décidément. métier normal, avec des activités normales. Je crois que c'est pas évident parce que du fait de notre état civil qui reste néanmoins original. Oui, à l'époque, le changement d'état civil n'était pas possible. Il n'y avait pas de jurisprudence, il y avait rien. Je crois qu'il y avait Coccinelle qui avait changé son état civil, mais c'est parce que le président avait intercédé en sa faveur, et notamment pour se marier. Coccinelle qui s'était marié, pour ça, il avait changé d'état civil. Mais c'était vraiment un truc exceptionnel, quoi. Mais il n'y avait pas d'accès systématique pour le changement d'état civil, quoi. Et quand on se présente, comme je l'ai fait plusieurs fois dans les sociétés pour se faire embaucher, par exemple, mon ancien métier, j'étais dans l'électronique. Il n'y a pratiquement pas possibilité d'aboutir. Oui, c'est ça aussi, c'est que souvent quand tu commences ta vie dans des métiers masculins, bonne chance pour continuer de bosser dans ces métiers masculins, déjà en tant que femme, et par-dessus le marché en tant que femme trans, quoi. Déjà une développeuse, oui, vraiment. Les femmes trans, c'est l'informatique, il y a un truc quand même. Là, elle a dit l'électronique, donc ça se trouve, c'est autre chose, tu vois, mais c'est vrai. Aujourd'hui, cette meuf serait une PP4 girl sur GitHub. À partir du moment où vous avez été opéré, les clients, il a fallu que vous partiez de l'endroit où vous travailliez et que vous changiez de métier. Sur GV Commerce, j'étais donc relativement libre, mais c'était pas possible parce que la clientèle... Oui, quand tu reçois des clients, surtout en fonction de où tu vis, alors ça parle, ça veut pas y aller, ça... Bref. Mais ça, c'était typiquement tous les métiers d'accueil, tous les métiers qui ont contact du public, etc. Bon, laissez tomber, hein, c'était pas... On n'avait pas admis que je change de cette façon, quoi. Véronique, d'une manière générale, je le disais tout à l'heure, l'image que les Français ont et l'opinion a des transsexuels est une image liée à
des métiers de la nuit, à Pigalle, et l'image liée à des scandales. On en a vécu. Alors je voudrais que vous n'êtes pas du tout d'accord. Enfin, vous avez un métier qu'on ne va pas révéler ici. Simplement, disons que c'est un métier qui est tourné vers le public. C'est cela, je suis artisan, Oui. j'ai un contact permanent avec le public, je côtoie des clients, je n'ai aucun problème. J'en avais auparavant parce que j'avais un sexe phénotypique, entendez par là une apparence ambiguë. On me prenait pour ce que je n'étais pas, c'est-à-dire pour un homosexuel. Et c'est ça qui est. Franchement, franchement la Véronique, je l'adore, tu vois. Elle est vraiment en mode. Bah, avant, il y avait un problème parce que bon, le passing c'était compliqué et du coup, les gens me mégenraient. Mais encore une fois, tu vois, genre, j'adore comment elle arrête pas de réaffirmer que le problème était social. Le problème, c'était comment on l'avait traité, pas comment elle était personnellement. C'est juste que oui, les gens, du coup, bah. Il n'était pas du tout le cas, ni dans mon comportement. Ça me trigger un peu que le terme de l'époque soit transsexuel. Bah, c'est le terme de l'époque, hein, voilà, on va pas changer le passé, quoi. Ni dans ma façon de penser. Mais malheureusement, de cette image résultait une non-intégration et j'ai régularisé en fait une situation pour mon intégration. Mais je vis très légalement et très honorablement. Et pour l'état civil? Pour l'état civil... Et c'est ça, honorablement, tu vois, ça fait aussi une distinction. Encore une fois, quand je disais que souvent, ce genre de profil, ils vont aller chercher plutôt des profils qui vont plutôt être plus normatifs. C'est des femmes qui ont toutes fait leur... apparemment, vu qu'ils leur parlent de ça, qui ont toutes fait une opération de réassignation sexuelle, de réattribution sexuelle, enfin, une SRS quoi, une opération du sexe. Et aussi surtout qui travaillent honorablement, c'est-à-dire que évidemment qu'ils vont pas avoir sur leur plateau une meuf trans qui exerce le travail du sexe et qui parle de la difficulté qu'il y a tu vois, enfin, bref tout ça quoi. Mais aussi parce que bah, de fait, comme vous l'avez vu, comme on l'a lu dans l'article de l'époque du Monde, tu n'avais pas le droit de transitionner si tu exerçais le travail du sexe à l'époque. C'était incompatible, c'était interdit. Il fallait te procurer les hormones sous le manteau, etc. Donc, bien sûr, et du coup, tu as toute cette l'intégration, on va dire, dans le sexe féminin. Couper la bite, c'est ça les termes. Mais du coup, l'intégration dans le sexe féminin se fait par une performance aussi d'une idée d'une femme honorable qui gagne son argent légalement et sans dégrader son image par la prostitution, le monde de la nuit, etc. Avec quand même cette idée quand même que il y a des femmes respectables et c'est au prix de cette respectabilité que tu peux être traité un peu moins comme une merde que les autres. Le TDS reste toujours pas super bien vu aujourd'hui. Ouh, de fou. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une contre-indication. C'est-à-dire que t'es pas interdit de transitionner si voilà. Mais oui, bien sûr que faut bien choisir ton médecin, quoi. C'est un peu à la gueule du client, enfin à la gueule du médecin du coup. Pour l'état civil, ça posera toujours souci. Ouais. Après, il y a quand même des assos quand même qui se sont montés, qui sont un peu spécialisés dans l'accompagnement des meufs trans TDS. Bah, je pense notamment à Accept ST, hein, qui est littéralement né dans la communauté trans, TDS, immigrés, etc. Mais oui, c'est le bordel, ça c'est clair. Il est possible de changer son prénom pour un prénom ambigu, ce qui est très important parce que ça permet l'insertion ou une pseudo-insertion sociale. Voilà, pourquoi toutes les femmes trans de l'époque s'appelaient Camille, à votre avis? Mais oui, c'est vrai que le seul changement de prénom possible, tu pouvais prendre un prénom épicène, mais tu pouvais pas prendre un prénom féminin, par exemple. Comme je dis, il n'y avait pas de voie légale systématique de changement d'identité civile. Donc, alors, le seul truc que tu pouvais faire, c'est changer de prénom, avoir un prénom qui peut passer pour un nom masculin aux yeux de l'état civil, mais qui socialement peut passer pour un prénom féminin. Et enfin, voilà, quoi. Et tu te démerdais. En ce sens qu'il y a toujours des problèmes, mais que les problèmes sont solubles au niveau administratif entre personnes, c'est-à-dire de gré à gré. Mais légalement, effectivement, il n'y a Là que vient la grande tradition d'avoir tous les mêmes prénoms, exactement. Pas de solution, contrairement à toutes les législations étrangères, sauf la législation belge qui est calquée sur la nôtre. Est-ce que vous avez l'impression d'être maintenant complètement vous-même Je veux dire, est-ce que vous n'avez plus de problème d'identification de vous-même depuis que vous avez été opéré? À vrai dire, je n'avais de problème d'identification qu'avec les tiers. Je n'en avais pas avec moi-même. Ah, et ça j'aime bien aussi le truc de du coup, et genre j'adore le truc de est-ce que vous avez résolu vos problèmes d'identité? Même j'avais pas de problème d'identité, je savais qui j'étais en fait. C'est juste les autres qui me traitaient pas pareil, donc faut que ça rentre en conformité pour que la société me traite comme j'ai envie qu'elle me traite. Mais moi je savais qui j'étais, hein, j'avais pas de problème d'identité. Oui. Je me considérais comme ce que j'étais, c'est-à-dire comme une femme ayant un corps qui ne lui appartenait pas. C'est très difficile à concevoir pour quelqu'un qui est bien dans sa peau. J'utilise le terme bien dans sa peau parce que c'est l'image type. Et je n'avais pas de problème, mais les gens m'en créaient. Maintenant, je n'ai plus de problème. À vrai dire, l'intervention, c'est-à-dire cette ablation d'un organe inutile dans notre cas, puisqu'il est quasiment inutilisable, ni inutilisé, ni utilisé, j'ai résolu totalement et je suis maintenant moi-même véridiquement.
Oui, finalement, voilà, on enlève le superflu, quoi. L'opération génitale, c'est, on se débarrasse du superflu, quoi. On sort la poubelle. Est-ce que je peux vous demander si vous vivez seul? Je vis seule. Vous n'êtes pas avec quelqu'un, ou couple avec quelqu'un? Je ne suis pas avec quelqu'un, mais j'ai vécu avec une femme On optimise le bill, ouais, c'est ça. et concevait cette union dans le style Georges Sand et Chopin. Chopin était vraisemblablement un transsexuel. Sa mélodie, sa façon de jouer l'indique assez clairement et je pense que... Oui, donc t'étais en couple avec un mec trans, ok, le T40, on a compris. J'y vais avec une femme, mais c'était moi la femme et c'était lui l'homme, quoi. Moi, la méta, Chopin trans. Oh, quel plaisir. Vous forcez depuis 77. Ah ouais. Oh là là, Chopin et Georges Sand. Bah oui, un premier couple T40 médiatique. Le psychologue qui est ici le sent lui-même. Et je pense que l'image qu'on a donnée de l'union Rimbaud et Baudelaire est une Verlaine. image déformée, caricaturale, qui ne Verlaine, correspond à pardon, rien. Rimbaud Et et Verlaine, Verlaine, vous avez bien sûr. raison. Bien sûr, c'est un beau Je Verlaine. m'excuse. Docteur Pichal, qu'est-ce que vous avez à dire sur le témoignage de Véronique ou de Martine? Non, je pense que le témoignage est important Alors, bien dans sa sûr. vérité. Alors ça, on n'y échappe pas. Mais après, on a encore ça aujourd'hui dans les émissions en mode ça commence aujourd'hui, les trucs de Faustine Bollert. Là, il y a toujours un médecin qui vient donner son sceau d'approbation sur le témoignage de la patiente, qui peut dire ce qu'elle veut, mais tant que le médecin n'approuve pas, on peut pas lui faire confiance. Je pense que quand il y a problème au niveau soit de l'homosexualité, soit de la transsexualité, qui sont deux formes tout à fait différentes de toute façon, il y a problème quand l'individu ne s'accepte pas en lui-même. S'il s'accepte comme femme ou comme homme, c'est son problème. L'important, quand on est médecin ou psychanalyste, ce n'est pas d'avoir un jugement ou de se placer sur un plan moral. Finalement, c'est un problème de bonheur Ou psychanalyste. et de possibilité de s'exprimer. C'est ouf, il dit l'inverse d'elle. Bah non, il va un peu dans son sens. Il est en mode, elle était en mode, moi j'étais raccord avec mon identité, c'est juste les autres qui avaient un problème avec ça. Il dit, bah oui, tant que t'acceptes que t'es trans, c'est ok, vis ta vie, tu vois. Genre, notre principe, c'est de vous aider à être heureux, quoi. Après, bon, ce médecin n'était pas représentatif de tous les médecins. Je pense qu'ils en ont trouvé un qui était un peu bien. Je sais pas, peut-être que c'était un connard, j'en sais rien. Je trouve que beaucoup de médecins qui s'occupent de transidentité sont concernés. Beaucoup, de plus en plus, on va dire. Mais oui, et je suis agréablement surpris de ce qu'ils disent, quoi. J'aime bien qu'ils disent c'est un problème de bonheur. Oui, ça c'est en mode, ouais, ce qui compte, c'est voilà, quoi. Passer sur un plan moral, finalement, c'est un problème de bonheur et de possibilité de s'exprimer, de se sentir bien, à la fois avec lui-même et à la fois avec la vie. Bon, il est vrai que les transsexuels rencontrent certains problèmes avec la société, parce que la société a souvent un jugement moral sur telle action ou sur la sexualité. Vous savez qu'on vit sous l'effet de la civilisation judéo-chrétienne qui condamne la sexualité et plus Le psychanalyste basé à Foucault. Allô, il cite l'histoire de la sexualité. Genre oui, vous savez, voilà, judéo-chrétien, les gens, on vit dans une civilisation qui condamne la sexualité alors qu'on ne devrait pas. On devrait... Genre voilà, oui, merci. Mais attends, mais 77, c'est tellement rare ce genre de discours. Oh, particulièrement. La perversion, mais telle n'est pas. désolé, je vais défendre la psychanalyse, mais c'est là où la psychanalyse a parfois tendance à être plus progressiste que la psychiatrie, parce que la psychiatrie va aller rechercher la pathologie pour pouvoir traiter et considérer quelqu'un comme un patient, là où la psychanalyse ne va pas réfléchir en termes de pathologie. Quand on va parler de perversion, la perversion, c'est la normalité, en fait. C'est que tout le monde est pervers. Et ça, la question, c'est quelle perversion est-ce que tu as et avec quelle perversion tu vis et comment est-ce que tu fais pour vivre avec cette perversion. Mais la perversion, c'est la donnée de base de la psychanalyse. Enfin, c'est une donnée de base, tu vois. Enfin, je dis la psychanalyse, voilà, tu vois. Discours psychanalytique classique en vrai. Après, bon, toute la psychanalyse n'est pas forcément pro-trans. Mais c'est aussi un truc qui, par rapport à la psychiatrie, donne plus de voies de liberté, d'acceptation radicale et d'interprétation radicale de l'identité et de la transidentité que la psychiatrie. À mes yeux. Parce que la psychiatrie va toujours dire il y a un trouble quelque part et notre rôle, c'est de le soigner. Alors, soit le soigner en empêchant la personne de transitionner, soit le soigner en permettant à la personne de transitionner. Mais du coup, tu pars toujours d'une personne qui est présumée malade, présumée pathologique, présumée cassée, que tu vas réparer en tant que psychiatre. Là où la psychanalyse va pas forcément avoir cette vision-là. C'est censé être la base de la psychanalyse, d'éloigner le jugement moral de l'analyse. Oui, et ça n'empêche pas des psychanalystes de ne pas le faire, tu vois. Mais... bref.
n'est pas celui d'un homme qui observe et qui veut aider les autres. Par conséquent, il n'y a aucune forme répressive. L'important, c'est que l'être s'accepte comme il veut être ou comme il l'est, et qu'il vive sa vie en s'exprimant et en étant heureux. Déjà, sans psychanalyse, on n'aurait pas appris à valoriser la parole des patientes. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que c'était un terrain... Donc la psychanalyse, notamment les années 70, était un terrain de lutte de la pensée critique et de la pensée radicale. Je crois qu'il était important que Véronique et Martine acceptent de venir sur ce plateau. J'espère tout simplement qu'en les ayant entendus, bien, vous modifiez peut-être l'image que vous pouviez avoir, que nous pouvions tous avoir de ce problème des transsexuels. Je crois que nous avons l'exemple même de quelqu'un de très honnête, de très remarquable dans la personne de Véronique et de Martine. Alors bon, évidemment, il parle du problème de la transsexualité, bien évidemment, on sait, voilà, il y a quand même un discours encore. Mais c'est quand même, j'espère qu'après avoir entendu ce témoignage, vous allez changer de votre avis de merde sur les personnes trans et que vous allez voir qu'en fait, bah, il y en a qui sont heureuses et que peut-être faut les accepter, quoi. Genre, la personne qui est Véronique, il va pas dire la femme non plus, on va pas déconner. Au moins, il l'a pas mégenré, c'est déjà pas mal. Mais oui, c'était trop court, mais c'est hyper intéressant, hein, franchement. Moi, j'aime bien quand Lina sort des archives comme ça qui sont parfois surprenantes, tu vois. Genre, t'es en mode, ah putain, oh, il pouvait y avoir des discours positifs à la télé à l'époque. Aujourd'hui, t'as Salamé qui m'en versus une meuf trans contre la transphobe suprême, comme quoi on n'a pas trop progressé. Bah oui, de fou. Après, bah, en ce moment, on parle plus. C'est plus trop la méta de parler des trans en ce moment. C'est plus trop à la mode. Tant mieux, vous me direz. Hein, mais... Pour l'époque, l'émission est plutôt basée de fou. Et ben trop stylé. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.